Jean Maher, qui est président d'une très grosse association égyptienne. Voilà, je me présente, je suis ingénieur de métier, mais en retraite, enfin jeune retraité, et je préside l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme, que nous avons créée il y a à peu près 1 an et demi, suite à tous les événements qui se sont produits en Égypte. Par ailleurs, je suis aussi d'origine copte, et donc plusieurs associations coptes m'ont demandé d'être leur porte-parole. À l'organisation des droits de l'homme, on a bien sûr des gens de diverses origines, donc français, égyptiens, musulmans, juifs, chrétiens et athées. Et notre but, c'est surtout de promouvoir tout ce qui est droits de l'homme, droits de la femme, et surtout tout ce qui se passe. Essentiellement, nous concentrons notre force sur l'Égypte. Pour l'Égypte, nous avons contacté souvent le Parlement européen. Nous avons fait des conférences au Parlement européen, soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Et nous avons aussi contribué à faire quelques manifestations quand il s'agissait d'aider et d'appuyer justement ce que vous avez dit, les musulmans et chrétiens ensemble qui sont en Égypte et qui luttaient pour la démocratie. Si j'ai un sujet, c'est surtout au niveau des filles kidnappées et mariées par force et converties à l'islam. On ne parle pas de comment ça se passe, parce que c'est horrifiant. Et je suis content qu'il y a le député Alain Marceau qui a fait une demande auprès de Mme Kerviller. Et je souhaite vraiment appuyer cette demande-là, parce que si nous réussissons, si la France réussit à amener un seul de ces criminels à la justice, je crois que ça serait un très grand accomplissement. Il y a des milliers de filles, parce que ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'ils ont démarré, qui ont été enlevées de leurs parents, qui ne les voient plus jamais, et qui ont été converties à l'islam. On ne sait pas où elles sont, mais il y en a où on sait, et on sait qui sont les criminels, et on sait qu'il y a de l'argent qui est payé, 50 000 $ pour une fille. Donc là, c'est horrifiant. Alors, si vraiment on arrive à faire quelque chose à partir de la France, je crois qu'on aurait gagné quelque chose. Merci. Non, mais, on ne va pas reprendre sur chaque élément. Et il est évident que on a été saisi d'ailleurs d'un certain nombre de dossiers d'enlèvement et le ministère des Affaires étrangères français est parfaitement au courant. Ce que je redis, ce que je disais au tout début, le problème, il est non seulement dans le fait de savoir, parce que au final, et quels que soient les efforts de ceux qui ne voudraient pas qu'on sache, on finit par savoir. Le problème, c'est que dans l'océan d'information, le fait de savoir ne disparaisse pas par rapport à ce qu'on peut considérer comme des sujets plus lourds. Qui prend le pouvoir en Égypte? Qui gagne la guerre en Syrie? On a un peu le sentiment que c'est ça qui compte, plus que des événements comme ceux que vous décrivez. Donc l'importance de ce que l'on fait aujourd'hui et de la pétition qui a été lancée, de l'organisation qui a été lancée par Patrick, c'est de dire, maintenant, nous, on ne va pas se focaliser sur politiquement, militairement, etc., mais sur exactement ce qui arrive, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau des enlèvements, qu'est-ce qui se passe au niveau des destructions d'églises, qu'est-ce qui se passe au niveau des meurtres, etc. On veut savoir, on veut interpeller le gouvernement, l'Europe, l'ONU, parce que on a après, forcément, politiquement, peut-être des appréciations différentes sur ce qui se passe en Égypte, sur ce qui se passe en Syrie, sur ce qui se passe en Irak. C'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est de dire humainement, au niveau des droits de l'homme, au niveau du respect des chrétiens, au niveau de la vie de tous les jours, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et donc, là-dessus, on va travailler, interpeller, pour que, comme vous le disiez, après tout, si effectivement, on arrive après l'initiative de mon collègue Alain Marceau à amener au moins ça met en lumière. Ça met en lumière et ça pourra peut-être avoir une influence beaucoup plus grande que sur le 1-2. C'est ça l'importance. Merci. Le docteur Antoine Chédid, Rassemblement pour le Liban. Bonjour à tous, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur. Je vous remercie pour votre accueil. Donc moi je suis cardiologue de métier. Je milite au sein du Rassemblement pour le Liban en France et qui représente le courant patriotique libre au Liban, présidé par le général Michel Aoun.
Notre mouvement au Liban regroupe 27 députés au Parlement, 10 ministres au gouvernement, donc un tiers du gouvernement. C'est le plus grand groupe parlementaire au Liban. Nous œuvrons pour combattre la corruption dans le pays et surtout pour préserver la présence des chrétiens au Liban. Parce qu'au fil de l'histoire, et notamment ces dernières années, on a vu la position des chrétiens s'affaiblir petit à petit. Ils ont perdu leur place et le poids politique qu'ils occupaient. Et notamment le président de la République, on a vu abroger ses prérogatives après les accords de Taïf. Le Parlement libanais, qui est composé de 50% des chrétiens et 50% des musulmans, ne représente pas vraiment des chrétiens parce que les 2 tiers des députés chrétiens sont élus par les musulmans et donc ne représentent pas leur communauté mais les autres communautés qui les ont fait élire. Donc nous œuvrons pour que les chrétiens récupèrent leur place forte sur l'échiquier politique libanais pour que les chrétiens restent ancrés dans leur terre. Il ne s'agit pas uniquement, humainement parlant, d'éviter les massacres, mais il faut aussi préserver une présence quantitative et qualitative des chrétiens au Liban pour rassurer les chrétiens au Moyen-Orient tout entier. Parce que, comme vous avez tous dit, les chrétiens sont le pont et le trait d'union entre l'Europe et l'Occident. Ils sont également l'Orient est depuis la nuit des temps un mélange de cultures et de différents peuples qui se sont succédés sur cette terre et qui ont donné naissance à un brassage culturel unique. Donc nous devons préserver cet héritage exceptionnel. Merci. Je signale que nous avons effectivement avec nous le Rassemblement pour le Liban, mais est aussi présent dans la coordination les forces libanaises, les représentants des forces libanaises et des cadets qui ont un positionnement au Liban diamétralement opposé au Rassemblement pour le Liban, mais qui militent tous pour la même cause. C'est la même chose pour la Syrie. Nous avons aussi le docteur avec nous, Pierre-Joseph. Bonjour, Pierre-Joseph, je représente l'Union des patriotes syriens. Je suis médecin de profession et cette union a accepté rapidement avec grande joie la proposition de Patrick pour fonder cette coordination. Et bien que nous sommes laïcs et en grande majorité non chrétiens, ils ont tous souhaité défendre notre cause qui est prioritaire pour eux. Simplement un petit témoignage du fait que je suis d'origine syrienne et que j'ai des liens assez importants dans ces pays. Il y a un fait nouveau. Moi, je me souviens quand j'étais très jeune, en fin des années 60, que ma famille pleurait, alors il n'y avait pas de mort chez nous. Même j'ai vu des hommes, je me rappelle des hommes morts, qu'est-ce qu'ils pleuraient. Et plus tard, j'ai appris que c'était les décès du général de Gaulle. Sinon, des raisons, bien sûr, que nous sommes ici, je pense tous, c'est notre attachement à la France. Mais il y a un fait nouveau. Les Syriens ne souhaitent pas demander aux autres d'aller régler les problèmes entre eux, avec les musulmans surtout, parce qu'il n'y avait pratiquement pas de problème, quelques épisodes dans l'histoire liés à des événements souvent extérieurs. Mais là, il y a un fait nouveau. Ils ont remarqué que la France s'est éloignée de chrétiens comme musulmans. Et depuis quelques temps, ils sentaient qu'il y a un vent mauvais qui vient de l'autre côté que l'Europe et qui joue un rôle mauvais parmi cette communauté chrétiens, musulmans et autres. Et donc, ils sont obligés de parler, de demander au secours, non pas parce que l'islam à l'intérieur de la Syrie, au Liban ou aux autres pays, qui les dérange, mais c'est vent mauvais qui vient de votre côté. Et c'est vent mauvais si l'Europe et la France, parce que les Syriens, je parle pour les Syriens, considèrent la France la première puissance qui est capable d'aider et qui a des liens assez intimes avec l'Orient et avec la Syrie, si on n'agit pas, ces vents mauvais ne restera pas en Syrie. Il la traversera et l'Europe, c'est juste à côté. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Jérôme Jawad Ajar. Bonjour, Madame la Présidente, mon cher Roger, Mesdames les sénatrices. Je vais vous parler je suis
vice-président du Conseil économique de Saint-Julien-le-Pauvre. Je suis un franco-libanais. J'ai eu la chance d'arriver en France à l'âge de 19 ans en 90 avec 50 francs. Et j'ai eu 2 entreprises dans le mine de Rungis. Et c'est un beau pays parce qu'on peut réussir en commençant de zéro. Voilà. Et j'ai fui la guerre du Liban quand je suis venu en France. Mais aujourd'hui, je vais vous parler rapidement avec mon cœur de chrétien d'Orient, de Melkite, de grec catholique. Dommage que Christian Cambon et Catherine soient partis parce qu'on a été reçus, j'ai amené le patriarche Melkite en 2012 ici, on a été reçus par Jean-Pierre Raffarin, il y avait Charles Revet aussi, et le patriarche leur a dit attention, les armes ne résolvent pas le problème, bon là, attention, les chrétiens sont en danger, attention, attention. Et quand Patrick a lancé cette coordination, j'ai suivi tout de suite et j'ai dit les chrétiens sont en danger. Et ils sont vraiment en danger. Et je vais vous dire une image qui parle beaucoup, qui peut-être fait un peu rire. L'image des chrétiens d'Orient, la situation ressemble à un homme en plein hiver qui perd son manteau en Égypte, sa veste en Irak, son pantalon en Syrie et qui se retrouve en sous-vêtements au Liban. Voilà la situation des chrétiens. Et je voudrais vous dire que la France a toujours joué un rôle historique, a toujours été avec le Moyen-Orient, et pas qu'avec les chrétiens, avec tout le Moyen-Orient. Et le général de Gaulle, en allant en 1929 au Moyen-Orient, il a dit « Je pars en Orient compliqué avec des idées simples ». Et l'idée simple, elle est toute simple, il faut protéger les chrétiens d'Orient, parce que si on veut protéger les minorités, il faut commencer par les chrétiens d'Orient, pour aboutir à la paix et aboutir au vivre ensemble. Parce que cette région et toutes les communautés sont condamnées à vivre ensemble. On ne peut pas, on est fait pour vivre ensemble, on ne peut pas. Merci à vous, merci. Merci. Une dernière intervention, je voulais remercier Michel Tamine qui joue un rôle important chez nous, mais une dernière intervention, alors c'est Arda Astrid. Je confonds Arda et Astrid Daglian. Astrid Daglian, vraiment 1 minute Astrid. Moi je vais juste vous dire que je suis une journaliste et en même temps activiste des droits de l'homme. Toute ma vie, j'ai en fait, j'ai œuvré pour ceux qui étaient persécutés. J'ai passé toute ma vie sur cette ligne-là. Quand la guerre était éclatée en Syrie, je suis partie 3 fois dans le nord de Syrie. Et j'étais avec la population arménienne et kurde dans le nord de Syrie, ainsi que d'autres chrétiens. En fait, ce que j'ai vu, tout ce qui était là-bas, tous ces peuples qui étaient dans le nord de Syrie, c'était en fait, la plupart, c'était rescapés du génocide des Arméniens. Ou ceux qui ont subi, en fait, le génocide qui est passé dans l'autre côté de frontière, qui a diminué le nombre de chrétiens de 30% à aujourd'hui 0,99, c'est même pas 1%, quoi, dans l'autre côté. Et en dehors d'Istanbul aujourd'hui, il n'y a ni une église, ni une synagogue se trouve, parce que moi j'ai vu dans l'autre côté des frontières des églises en ruine, des synagogues en ruine. Donc ils ont imposé une identité, mais les musulmans, ils n'y sont pour rien. Parce que ce que j'ai constaté dans le nord de Syrie, les musulmans arabes, les musulmans kurdes, les arméniens chrétiens, les assyriens, ils étaient tous ensemble. Ils essaient s'entraider, ils ont même créé des milices d'autodéfense ensemble. Et moi j'ai écrit même des articles sur ce sujet-là. Donc, à vrai dire, je suis là aujourd'hui pour demander, je vous sollicite pour qu'on les aide, ces gens qui veulent uniquement vivre ensemble, en harmonie. Voilà. Est-ce que nos 2 collègues sénatrices qui nous ont rejoints après les autres veulent dire un mot, intervenir? Je vous donne la parole. Merci Roger. Oui, Aix-en-Provence, nous sommes effectivement très mobilisés déjà sur la cause arménienne, comme tout le sud de la France, puisqu'il y a eu une diaspora importante, hein, et qui fait valoir sa voix avec justesse, je trouve. Oui, mon avis, c'est que je suis extrêmement laïque, je suis radicale et très orientée effectivement sur la laïcité. Je pense qu'effectivement, nous devons saisir l'ONU, les organisations internationales,
mais qu'il faut peut-être se méfier d'une chose, c'est de stigmatiser plus encore les populations chrétiennes par un aspect trop religieux dans le texte. Il me semble qu'il serait peut-être bon de parler de minorités religieuses en donnant l'exemple des chrétiens en disant que ce sont les premiers persécutés au monde, mais en accentuant peut-être le côté généraliste de la pétition. Voilà, de manière à ce qu'elle puisse sensibiliser beaucoup plus encore, beaucoup plus largement. Merci Madame la Sénatrice. Et justement, si vous regardez nos préconisations, Madame la Sénatrice, nous parlons effectivement des minorités, et en particulier chrétiennes, quand on demande d'évaluer les politiques dans cette région, dénoncer toute atteinte aux droits de l'homme, à la liberté de culte, à la liberté, notamment pour... Donc vous avez absolument raison, Madame la Sénatrice, et c'est ce que nous avons fait dans, dans les préconisations, dans les sollicitations que nous présentons aujourd'hui au Sénat, mais vous l'avez dans le dossier. Mais merci pour votre... Pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de dire l'intégralité. Voilà, merci. Non, mais votre remarque. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est quand même, là, cette tribune, c'est ce qu'il faut. Hein. Ah oui. Parce qu'on est en train de dire, on est là pour les chrétiens d'Orient, Barisa est musulmane et moi je suis juif. Je veux dire, on est tranquille. On n'est pas là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour dire, on va faire quelque chose de, entre guillemets, religieux. Le problème, c'est que moi, je suis convaincu et persuadé que lorsqu'on respecte les minorités, lorsque les minorités ne sont pas persécutées, lorsqu'elles sont respectées, lorsqu'elles peuvent vivre librement, pleinement leur religion, ça veut dire que dans le pays où ça se passe, la démocratie existe. Parce que le vrai sujet, il est là. Moi, je ne connais pas de dictature qui respecte toutes les minorités, et je ne connais pas de démocratie pleine, entière, sereine, qui ne respecte pas ces minorités. Et en fait, le combat pour les minorités religieuses, et en l'occurrence pour les chrétiens d'Orient, c'est en même temps, globalement, un combat pour une idée d'une démocratie qui respectera les musulmans, les chrétiens, les juifs, tout le monde, dans tous les pays concernés. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on dit qu'une église est brûlée, c'est que la démocratie n'est pas respectée. La vie d'une minorité, c'est l'image d'une société. C'est ça la vérité. Et donc, là-dessus, il n'y a pas... c'est pas uniquement sur... Et tu as raison. Il ne faut pas qu'on dise on défend strictement une confession ou une conviction. Mais c'est en défendant cette confession et cette conviction qu'on défend en fait le bien vivre, le vivre ensemble dans les pays concernés. Parce que sinon, forcément, les excès, on les connaît. Est-ce que, pardon, cher collègue, oui, pardon. Je voudrais à mon tour soutenir la position de Sophie parce que, à titre personnel, depuis 6-7 ans, je fais partie d'un groupe interreligieux composé dans les Yvelines, et donc les juifs, les musulmans, les chrétiens. Et c'est ainsi que j'ai très bien connu le président Sandler qui a eu son fils et ses 2 petits-fils assassinés à Toulouse. Et nous, tous ensemble, nous étions autour de lui. Et c'est ainsi que ça peut marcher. C'est par même des toutes petites minorités additionnées peuvent faire remuer quelque chose. C'est ce qui se passe de Versailles, ça a été créé à Versailles, et maintenant ça va jusque dans les Hauts-de-Seine, je crois, hein, tu le sais, voilà, et dans les Yvelines. Voilà, c'est pour ça que je soutiens la position de Sophie. Tous ensemble, toutes les minorités, nous pouvons agir. Allez-y. En fait, je voulais revenir sur un sujet. C'est vrai ce que vous avez dit, c'est-à-dire que si on ne défend pas une minorité, ça va faire effet boule de neige. Mais aujourd'hui, le grand problème, ce sont les takfiristes qui ne respectent personne.
Si les takfiristes prennent le pouvoir en cassant toute multiculturalité et toute multireligion, les musulmans modérés seront les prochains sur la liste des takfiristes. Et c'est ça qui est le grand problème. Parce qu'ils commencent par les petites minorités, si je puis dire. Ils ont déjà poussé les juifs en dehors de leur pays. Il y a des juifs libanais, il y a des juifs chinois, il y a des chrétiens mongoliens, il y a des chrétiens d'Inde, il y a des musulmans du Brésil. En fait, l'extrémisme musulman est le fléau, car cette minorité extrémiste est en train d'imposer par la force des armes et par les pogroms et tout ce qui suit, à éliminer systématiquement tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et c'est dans cette région du monde que ça a commencé, mais malheureusement, c'est là où il faut aller pousser, appuyer et faire un holà et faire arrêter ceci. Eh bien, cher collègue, tu viens d'arriver, mais est-ce que tu veux dire quelque chose ou Non, je veux simplement dire que j'aurais aimé arriver dès le début, je n'ai pas pu le faire. Mais j'ai tenu à venir pour manifester tout ma solidarité, mon intérêt et ma conviction. Je suis conscient du problème. Je voudrais simplement porter à votre connaissance que nous avons en particulier un élu des Français du Liban qui s'appelle Jean-Louis Mingui, un certain nombre d'entre vous le connaissent peut-être, qui est extrêmement mobilisé. Il est parti de l'ordre de Malte, où il est très actif, très engagé et très concerné par le sujet. Je le tiens au courant de vos activités et il faut savoir qu'il y a sur place là-bas, enfin, vous n'avez pas forcément besoin, mais un relais important et très motivé, un garçon efficace qui voyage beaucoup dans la région du Golfe et du Proche-Orient en général. Jean-Louis Mingui, M-A-I-N-G-U-Y. Oui, peut-être. Écoutez, personnellement, moi j'ai été heureuse de vous écouter, de vous entendre, de voir qu'il y a une union autour de cette question. C'est important pour nous de savoir qu'il y a des gens à qui on peut parler de cette question, que vous êtes ensemble. Ça, c'est très important, au-delà des différences qui vous traversent et qui sont tout à fait normales. Moi, je voudrais juste redire la chose suivante. Dire, ne jamais oublier que ce sont d'abord les musulmans qui sont les premières victimes de ces fous. Que vous l'êtes par effet collatéral, que vous l'êtes également. Et que je suis d'accord avec Roger quand on dit qu'on mesure le niveau d'une démocratie au respect de la diversité. C'est valable en France comme c'est valable ailleurs. Et c'est encore plus valable chez vous, encore plus valable dans vos pays respectifs. Vous dire que moi je vous considère comme les passeurs entre l'Orient et l'Occident, que vous êtes le produit de leur synthèse. C'est rare, vous êtes rare, vous êtes cher. Et même le produit du dépassement de leur antagonisme respectif. Et donc nous avons besoin de vous, de ce trait d'union entre l'Orient et l'Occident, en tant que produit de leur synthèse, la synthèse de ce qu'ils ont fait de plus beau. Et donc c'est important pour nous, à ce titre-là aussi, de vous soutenir. Et puis redire encore une fois que ces extrémistes, cette minorité d'extrémistes, bafouent, je le dis encore une fois, bafouent leur foi, bafouent leur identité, en se comportant de cette manière au nom d'Islam. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est Marisa qui arrive pour terminer, on ne part pas après la vice-présidente. Allez-y. Allez-y, on n'a pas 3 minutes. Merci beaucoup, parce que en fait, j'ai pensé qu'il s'agit d'une simple présentation, parce qu'il y a des choses importantes à dire justement sur ce sujet, même si j'ai précisé en fait que le combat principal à mener, ça ne sera pas
vraiment pour protéger les chrétiens. Ce n'est qu'une partie, effectivement, de cette population authentique de là-bas. Et je pense on n'a absolument pas le droit, et ça a été rappelé, donc ça n'a pas été fait de cette façon, de réduire le problème et le danger là-bas, juste à la communauté chrétienne. Tout démocrate aujourd'hui en Syrie, depuis les événements de la mi-mars 2011, est menacé aujourd'hui. Ce danger a été effectivement aggravé singulièrement depuis 2013 en particulier, et l'apparition de ces groupuscules djihadistes. Mais je pense qu'on fera une grave erreur de ne pas faire attention à la cause de la création, de l'apparition de ces djihadistes. Sinon, on ne verra que la partie apparente de l'iceberg. Il y a des commanditaires, évidemment, à ces groupuscules djihadistes qui se trouvent dans des puissances peut-être régionales, mais aussi à l'intérieur de la Syrie. Et je pense, à juste titre, Madame la sénatrice et Monsieur le sénateur, vous avez bien rappelé le rôle également de la dictature, effectivement, dans cet aspect des choses. Et je crois donc la solution c'est vraiment, il faudra aider les démocrates là-bas sur place pour le retour de la démocratie et bâtir une Syrie laïque et citoyenne pour tous. Merci. Merci beaucoup, Elias. Quelqu'un veut ajouter de passage? Oui, moi je voudrais revenir, n'est-ce pas, à la stigmatisation des minorités, à ce que vous avez dit. Je vous donne un témoignage direct d'Alep. Depuis le début de la guerre et ces derniers temps, les quartiers qui sont bombardés à Alep la nuit sont les quartiers de musulmans modérés et de chrétiens. Les quartiers qui sont sous la même mise des Takfiris sont les otages de ces Takfiris. Et j'ai dit que la plus grande minorité avant, dans la même coordination, qui étaient persécutée, ce sont les sunnites modérés. Vous avez raison, et ça on le voit en Syrie. Je terminerai par deux choses. La Syrie est aujourd'hui le nouveau sanctuaire islamiste du monde. Et si on ne fait pas attention à la Syrie, c'est l'Égypte qui va le devenir, et comme c'est un plus grand pays, ça va encore être plus grave. Et là, il faudrait, sans faire de politique, que l'Europe rappelle à l'ordre la Turquie, qui permet le passage de tous ces Takfiris. Merci beaucoup. Merci, Bassam. Je pense qu'on ne prend plus... Non. Bon, vas-y, Michel. C'est juste, moi, je voulais dire, c'est aider les chrétiens, c'est pas parce qu'on est dans un pays laïque qu'on ne peut pas les aider. Aider les chrétiens, c'est justement porter assistance à un groupe en danger. C'est tout ce que je veux dire. Il n'y a pas de laïcité à aider un groupe en danger. Merci beaucoup, merci. Et je vais juste simplement rappeler un fait. C'est que oui, les musulmans sont les premières victimes de ce qui se passe, mais proportionnellement, les chrétiens subissent beaucoup plus. Et on le voit dans les chiffres des départs, puisqu'on est passé de 20% de la population il y a 50 ans à 6% aujourd'hui et demain 2 à 3%. Donc oui, effectivement, il y a une question chrétienne, il y a une question chrétienne spécifique, parce que ce vivre ensemble que les chrétiens portent en eux, ce sont quand même eux les meilleurs défenseurs de l'islam, les meilleurs connaisseurs de l'islam, les meilleurs aujourd'hui avocats de ce que peut être un pays dans lequel des religions cohabitent. Eh bien, une disparition de ces chrétiens signifierait une perte pour tous et pour l'humanité. Merci à tous.